Bonjour à tous, bienvenue. Depuis une quinzaine d'années, les allergologues assistent à une très forte progression des allergies alimentaires. Elles concernent aujourd'hui 8% des enfants et environ 4% des adultes, soit 2 millions de personnes en France. Et les chiffres devraient continuer à augmenter. L'Organisation mondiale de la santé prévoit ainsi 50% de patients allergiques, toutes allergies confondues en 2050. En cause, les modes de vie industrialisés, les nombreux produits transformés ou encore la multiplication des terrains atopiques. Les deux vaches, arachides, œufs, fruits à coque, pommes, kiwis, fruits de mer, pratiquement tous les aliments peuvent être concernés. D'où une réglementation sécurisante imposant de signaler la présence de certains allergènes dits à déclaration obligatoire dans les produits et les plats. Mais il y a toujours des accidents, parfois graves, voire mortels. Comment peut-on encore mourir d'une allergie alimentaire en France en 2024 ? Pourquoi ces pathologies sont-elles minimisées ? La réglementation pour protéger les personnes allergiques est-elle suffisante ? On en parle avec Pascale Couratier, directrice de l'AFPRAL, l'Association française pour la prévention des allergies. Bonjour. Bonjour. Maître Nathalie Goutalan, avocate spécialisée en sécurité alimentaire, cofondatrice d'Alim Safe, centre de formation et d'accompagnement des professionnels de l'alimentation, mais aussi des consommateurs victimes d'intoxication et des lanceurs d'alerte sur le thème de l'alimentation, et créatrice du réseau d'avocats Avocalim, visant à développer la compétence spécifique sur le thème du risque alimentaire. Bonjour maître. Bonjour. Et enfin, le docteur Séverine Fernandez, présidente du CIFAL, le syndicat français des allergologues. Bonjour docteur. Bonjour. Je vais commencer par me tourner vers vous, Pascale Couratier. Vous êtes donc directrice de l'AFPRAL, une association pour laquelle vous avez d'abord été bénévole. Les personnes allergiques alimentaires sont-elles suffisamment prises au sérieux ? Eh bien, tout d'abord, je tenais à remercier le CIFAL pour avoir organisé cette émission autour des allergies alimentaires, parce qu'en effet, il est très important d'en parler, car non, les allergies alimentaires aujourd'hui ne sont toujours pas prises au sérieux, suffisamment au sérieux. Pour cela, on peut avoir un constat relativement important, notamment dans le plan quinquennal de lutte contre les allergies. Il est bien spécifié que 65% des Français minimisent les allergies. Et notamment, ça vient de on pourrait mettre en avant différentes situations. Déjà, on confond souvent allergie alimentaire et intolérance. L'intolérance, bien évidemment, est également une pathologie qu'il ne faut pas minimiser, mais il n'y a pas de risque de décès immédiat. Sur les allergies alimentaires, bien évidemment, ce n'est pas non plus une généralité. Heureusement qu'il y a peu de cas de décès parce qu'on met en place certains moyens pour y remédier. On a certains médicaments. Et puis aussi, il y a un amalgame, et un grand amalgame avec tous ces régimes mis en place par une grande partie de la population, des régimes d'éviction, mais des évictions qui sont faites par choix, tels les régimes végétariens, véganes ou autres, et les personnes elles-mêmes mettent en place des évictions. Et c'est vrai que du coup, on fait un amalgame entre les personnes qui ont une réelle pathologie et qui doivent éviter un aliment pour préserver leur santé, et les autres qui font un choix. Je vais me permettre de rebondir. Pour faire la différence vraiment entre une allergie et une intolérance, on va aller simplement vers une explication simple. L'allergie alimentaire, c'est une réponse immunitaire. C'est-à-dire que notre système qui est là pour nous défendre va réagir et se mettre à lutter contre une protéine de l'environnement. Dans ce cas-là, dans l'allergie alimentaire, c'est un aliment, et donc il va y avoir des réactions en chaîne, des réactions en cascade du système immunitaire, entraînant des réactions qui seront graves, sévères, et qui peuvent aller, comme l'a très bien dit Pascal, jusqu'au décès, dans ce qu'on appelle le choc anaphylactique, mais il y a aussi dans d'autres pathologies un peu moins connues, on a des réactions très sévères. L'intolérance, il ne faut pas minimiser, mais il n'y a pas d'activation du système immunitaire. Ça va être principalement des troubles digestifs, des douleurs articulaires, des grandes fatigues par un excès de consommation. En fait, on ne connaît pas la limite de son corps qui va réagir pour dire juste simplement stop ou ça ne me convient pas. Mais il n'y a pas d'éviction nécessaire pour améliorer une intolérance, contrairement à l'allergie alimentaire. Et quand on connaît les risques, justement, quand on est allergique alimentaire, est-ce qu'on arrive à mener une vie quotidienne sereine ?
Est-ce qu'on se sent suffisamment protégé finalement ? Non, même s'il y a certaines mesures qu'on verra tout à l'heure qui sont mises en place. Mais en tout cas, on s'aperçoit aussi, pour en revenir au fait que la population minimise les allergies, mais on a tous entendu, et on entend même un grand nombre de personnes dit moi je suis allergique aux imbéciles, je suis allergique à ma belle-mère, au boulot également, mais il s'agit du boulot du travail et non pas du pollen. Donc voilà, c'est là aussi où on s'aperçoit qu'il y a vraiment une non-connaissance de la pathologie. Sinon, je pense que les gens, la population ne se emparerait pas de ce type d'expression. Et puis aussi, ce qu'il y a aussi dans l'allergie alimentaire, c'est que la personne, tant qu'elle n'est pas en contact avec l'allergène, elle est en bonne santé. Donc, on ne comprend pas pourquoi il y a tant de mesures d'anticipation et des précautions prises en amont pour éviter justement ce fameux allergène qui peut engendrer des réactions sévères. Donc, en fait, c'est vraiment une incompréhension. Et du coup, parfois et même souvent, l'entourage peut oublier que la personne est allergique, puisque tant qu'on évite ce produit, on est en bonne santé. Et pour en revenir effectivement au quotidien, les familles vivent bien sûr dans la crainte, le stress. Il y a des études qui démontrent bien évidemment que les personnes allergiques ont énormément de stress et puis elles sont isolées. Puisque, je vais donner un exemple concret, on a un enfant allergique à l'arachide, donc on entend bien arachide égale cacahuète. On est invité chez les amis, je suppose que parmi nos auditeurs, combien de personnes n'ont pas de cacahuètes à l'apéro? Ça reste assez rare, donc c'est quelque chose qui est toujours mis sur les tables d'apéro, si on peut dire ça de cette façon, et l'entourage ne comprend pas, alors une fois, deux fois, et il suffit simplement pour une personne qui réagit vraiment à un seuil très bas, d'ouvrir un paquet de curly. Donc, je pourrais peut-être pas dû dire la marque, mais bon, tant pis. On vous pardonnera. C'est vraiment pour donner l'exemple du biscuit qui a de la poudre de cacahuète. Et dès qu'on ouvre ce produit, ce paquet, en fait, c'est très volatile. Et une personne allergique qui simplement même rentre dans la pièce peut réagir immédiatement et de façon très sévère. Vous constatez ces craintes chez vos patients, docteur Fernandez ? Ah oui, au quotidien, dans l'allergie alimentaire, on voit vraiment qu'il y a des conséquences en fait psychologiques avec ces patients qui souffrent d'allergie alimentaire. Pour une bonne raison, comme l'a bien expliqué Pascal, c'est qu'en fait, ça touche vraiment le quotidien. Je peux vous donner encore beaucoup d'exemples, mais on va avoir des personnes qui progressivement vont s'isoler pour éviter les accidents et parce que ils vont en avoir marre de toujours expliquer pourquoi. Typiquement, moi j'ai une patiente qui m'a raconté qu'à chaque fois elle est allergique à l'œuf de façon très sévère. À chaque fois qu'elle va dans un restaurant, il peut y avoir un œuf décoratif ou quelque chose. Elle est obligée de renvoyer le plat une fois, deux fois, et puis il va y avoir ce débat avec en disant le patron va dire mais il suffit juste de l'enlever. En fait non, pour certains patients ça ne suffit pas. Il ne faut aucun contact. Et à côté de ça, il va y avoir des personnes qui vont devoir se justifier à chaque fois qu'ils sortent. Même parfois, ils emmènent leur propre plat, leur propre plateau repas pour éviter les contaminations. Parce qu'en fait, on n'a pas réussi encore à les intégrer, à comprendre ce que c'est que leur maladie pour finalement réagir en conséquence et apporter simplement du soutien. Je le rappelle, ces gens-là n'ont pas cherché à être malades. Ils sont tombés malades. Leur maladie, ça s'appelle l'allergie alimentaire. Ils aimeraient avoir la vie que tout le monde a. Donc, il faut que nous, maintenant, on puisse réaliser, comprendre et les soutenir. Pour tenter de protéger ces malades-là, puisqu'il s'agit bien d'une maladie, il y a une réglementation européenne qui existe. On appelle ça le règlement INCO pour information du consommateur. C'est appliqué depuis 2015 et ce règlement liste 14 allergènes qui doivent être mis en évidence sur les emballages et sur les produits non préemballés. Les ADO pour allergènes à déclaration obligatoire. On a aussi un tableau des allergènes qui est imposé. Et depuis 2015, les professionnels de l'alimentaire doivent impérativement signaler la présence de ces allergènes de manière visible dans leur magasin. Est-ce que c'est suffisant ? Alors, c'est une bonne réglementation. Déjà, faut l'applaudir parce qu'elle quand même, elle permet de cadrer et de reconnaître quand même les risques chez les allergènes, chez les patients allergiques. Donc oui, c'est une réglementation qui est importante, qui n'est malheureusement pas suffisamment appliquée.
Ça, il y a un problème de ce côté-là, mais je pense on va en reparler juste derrière. Mais il va y avoir, cette réglementation va définir la liste de 14 allergènes à déclaration obligatoire, comme vous l'avez dit. Déjà, cette liste devrait être mise à jour. Donc, il faut qu'on améliore la liste parce qu'actuellement, on a le réseau d'allergovigilance qui met en évidence ce qu'on appelle des allergènes émergents. Donc, c'est des allergènes qui ont entraîné des réactions allergiques sévères, donc des anaphylaxies, et dans lesquelles qui ne font pas partie de cette liste. Je vais vous citer le lait de chèvre, la farine de pois. Voilà, il y a le sarrasin aussi qui entraîne des réactions sévères. Donc voilà, on a des nouveaux allergènes qu'il faudrait inclure dans cette liste. Donc je pense que cette liste a besoin d'être révisée. Après, concernant son application, on constate au quotidien, il suffit d'aller n'importe où. Alors, il y a quand même les industriels, il y a pas mal, ils jouent assez le jeu. On arrive à vite sur les paquets d'emballage quand même, on remarque c'est écrit en gras, c'est écrit en surligné, on peut les repérer, même si souvent il y a des mots, le commun des mortels, même nous, on ne peut pas les comprendre. D'accord ? Donc, il faut savoir être clair et appliquer cette loi, qu'elle soit facile à comprendre. Il ne faut pas utiliser des dérivés, lactosérum, des choses comme ça pour le lait. Il faut être clair, ça serait beaucoup plus facile. Mais voilà, après, il y a des choses bien. Après, au quotidien, tout ce qui est restauration rapide, on a quand même un défaut d'application de cette loi. Maître Goutalent, cette réglementation, elle est respectée selon vous ? Bien, écoutez, justement, c'est dommage. Je suis bien obligée de confirmer ce que dit le docteur Fernandez, puisque au niveau des métiers de bouche, en général, effectivement, on a un taux de non-application de ces dispositions-là qui est quand même très élevé. Alors, quand on discute avec ces professionnels-là, on se rend compte que pour eux, ça paraît insurmontable, en fait, de mettre en place l'information sur les allergènes. Ils ont le sentiment qu'on leur demande beaucoup. Et ils n'ont pas la conscience en fait de l'impact que cette information peut avoir sur la vie des personnes qui ont une allergie alimentaire. Et ça leur paraît insurmontable, et notamment la mise à jour de ces listes, en fait, pour eux, c'est quelque chose de vraiment difficile. Donc ils vont se référer au fait que voilà, leurs matières premières vont potentiellement changer de composition de temps en temps, et que pour eux, c'est très difficile de suivre et de mettre à jour une liste des allergènes. Bon. En réalité, sur ces sujets-là, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle l'obligation de l'analyse de danger, en fait, des fabrications alimentaires. Et quand on parle de l'analyse de danger, on a une obligation concrète qui est imposée par un règlement européen, c'est le règlement 852/2004, qui dit que tout fabricant de produits alimentaires doit lister, en fait, dans ses fabrications, tous les dangers qu'il peut rencontrer, et à chaque étape de sa fabrication. Donc là, quand on parle de danger, concrètement, on va parler de danger biologique, de danger chimique, de danger physique, comme un corps étranger, et de danger allergène. Alors parfois, selon les interlocuteurs, on va inclure le danger allergène dans une autre des catégories, mais peu importe. En tout cas, le danger allergène, il doit concrètement faire partie de cette analyse de danger. Le but de cette analyse de danger, c'est ensuite de quantifier les risques et de ramener, en fait, pour chaque type de danger considéré, de ramener ce risque à un niveau acceptable par des mesures concrètes sur la fabrication ou sur l'information du consommateur. La spécificité qu'on a avec les allergènes, c'est que la mesure de maîtrise du risque, on n'en décide pas, en tout cas pour les 14 allergènes à déclaration obligatoire. La mesure est imposée, on n'a pas le choix, c'est défini par le règlement INCO. Donc on a ces 14 allergènes pour lesquels il y a un affichage ou un étiquetage qui est obligatoire. Donc, à partir du moment où, dans son analyse de danger, on a détecté la présence d'allergènes, on est tenu de mettre en place cette mesure corrective imposée par le texte. À défaut, de toute façon, on s'expose à un risque pénal. Puisque... C'est ce que j'allais dire, en sachant que ça peut amener au pénal si on met en danger. Complètement. Il y a une infraction d'ailleurs qui correspond assez bien à cette situation-là, puisque c'est l'infraction qui s'appelle la mise en danger de la vie d'autrui, par le non-respect d'une obligation particulière de prudence imposée par une loi ou un règlement. Et là, on est complètement dans ce cas de figure, puisqu'on a bien une obligation de sécurité particulière qui est imposée par les dispositions sur l'affichage des allergènes. Donc, celui qui ne joue pas le jeu en mettant ça en place, concrètement, en cas d'incident, il s'expose à cette infraction-là, qui est particulièrement grave. Et alors, à ce sujet, en fait, il y a un autre
un autre axe en fait sur lequel on pourrait beaucoup progresser au niveau des professionnels de l'alimentation. Et moi qui me tient particulièrement à cœur parce que je constate beaucoup de non-conformité aussi là-dessus, c'est la loyauté de l'information qui est donnée. Et notamment, je parlais d'analyse de danger et puis de maîtrise de la production. Quand on met au point une production alimentaire, on doit aussi se préoccuper d'éviter tout ce qui est contamination croisée. Cette notion-là, on ne la conteste pas sur tout ce qui est bactériologie, par exemple. Quand on a un contaminant comme la salmonelle ou l'Escherichia coli, un opérateur alimentaire, il va être conscient du fait qu'il faut qu'il fasse attention à ne pas toucher, par exemple, une matière première qui contiendrait un tel type de bactérie et à l'apporter par mégarde, par un geste malheureux, sur une autre denrée alimentaire. En fait, pour les allergènes, on devrait appliquer le même principe. D'ailleurs, on doit appliquer le même principe. On doit éviter de contaminer un produit qui ne contient pas un allergène en ayant manipulé auparavant un autre produit qui le contiendrait. Ça, c'est un principe qui est obligatoire de par les règlements européens, notamment du paquet hygiène. Donc, à partir de là, on a l'obligation de minimiser absolument tout ce qui est contamination croisée des allergènes. Et c'est seulement si on n'arrive pas, parce qu'on a dans la production des contraintes qui le justifient, qu'on peut indiquer la trace d'un allergène, parce qu'on n'a vraiment pas la possibilité de maîtriser, de donner la certitude qu'on n'aura pas de présence, qu'on n'aura pas du tout de cet allergène. Voilà. Donc, il y a une dérive qui s'est installée et qui fait du tort en fait à l'information sur les allergènes. C'est le fait d'indiquer, par exemple, peut contenir. Voilà, les allergènes. Je vois qui essaient tous les deux. Oui, parce que nous, de notre côté, on a l'impression qu'on utilise cette phrase peut contenir, fabriquée dans des ateliers qui peut être en contact. C'est une phrase qui permet de les sauver. Et en fait, vous êtes justement en train de dire tout le contraire. Complètement. Alors, c'est une dérive qu'on constate. Et je pense que les professionnels ont sincèrement l'impression de se protéger en mettant cette phrase parce qu'ils ne pensent pas maîtriser la situation au niveau des allergènes et du coup, ils pensent qu'en indiquant ça, voilà, ils vont dissuader justement une personne allergique de consommer. Sauf que la caricature, je l'ai vu encore récemment, c'est un tableau des allergènes complet où on a toutes les recettes qui ont bien été mentionnées avec les allergènes qui sont contenus dans les recettes. Et puis au final, en bas du tableau, il y a une petite phrase qui dit en fait, dans tous nos plats, vous pouvez trouver des traces des 14 allergènes. Et là, en fait, finalement, on fait une information et puis ensuite, on vous dit, finalement, ne vous y fiez pas parce qu'on peut avoir de tout partout. Oui, si vous voulez être sûr de ne pas prendre de risque, surtout ne mangez rien. C'est ça. Restez chez vous. Or, en fait, dans ce fameux règlement INCO, on a l'information sur les allergènes qui est obligatoire, mais on n'a pas que ça. On a aussi un article 7, notamment, qui dit il faut que l'information qui est donnée au consommateur, elle soit claire et précise et qu'elle soit accessible pour lui. Si on dit à une personne allergique qu'on peut avoir des traces de tous les allergènes, c'est juste pas possible pour elle. Elle n'a pas l'information. Et d'ailleurs, dans ce règlement, si on regarde pourquoi il a été fait, moi j'aime bien regarder toujours les considérants en fait qui sont au début des règlements pour voir quel est le but en fait de cette réglementation-là. Et dans le règlement INCO, ce qu'on voit, c'est que par rapport aux allergènes, l'idée c'est vraiment de permettre à une personne allergique de pouvoir consommer. Or, si on indique qu'on peut avoir des traces de tout, la personne allergique ne va pas consommer. Et puis finalement, quand on a, je pense à cette affaire dont on a parlé tout récemment, d'une jeune femme qui est décédée devant un restaurant parce qu'elle a consommé un produit qui contenait de la cacahuète sans le savoir. Finalement, voilà, cette personne, elle avait 21 ans, je crois. On imagine très bien que voilà, à 21 ans, finalement, si on a envie de vivre comme tout le monde, et puis si on va dans un lieu où l'information elle n'est pas claire, on laisse tomber et puis on prend des risques. Et ça, en fait, c'est pas le but du règlement. Le but, c'est vraiment de donner une information qui soit loyale, qui soit sincère et qui permette aux consommateurs de prendre une décision en toute connaissance de cause. Et est-ce que légalement, du coup, ils se couvrent vraiment en donnant en listant tous ces allergènes ? Alors, en indiquant des traces de tout partout, non, ils se couvrent pas du tout, puisqu'en réalité, l'information, elle n'est pas donnée. Donc, la réaction logique normale d'une personne allergique, ça va être soit de pas consommer, soit de consommer en se disant de toute façon l'information, elle n'y est pas quoi. Donc non, c'est pas du tout protecteur. D'ailleurs, je suis désolée de constater que
il y a beaucoup de consultants en sécurité alimentaire qui préconisent de mettre cette indication-là en disant aux producteurs d'aliments que ça va lui assurer une protection. C'est pas du tout le cas. D'ailleurs, il y a plus de risques, à mon sens, d'être verbalisé parce qu'on n'a pas donné l'information sur les allergènes à ce titre-là, que d'avoir un souci parce qu'il y aurait des traces qui n'étaient pas mentionnées et qui ont rendu quelqu'un malade. Ouais. Les traces, justement... Puis vraiment, puis en plus, je rebondis sur ça, c'est que nous, au quotidien, en tant qu'allergologue, c'est la première question qu'on nous pose, du coup, en consultation, c'est est-ce que je peux consommer les aliments avec peu contenir ? Donc, dans 99% des cas, oui, parce qu'il n'y a que de très rares cas d'allergie avec qui on doit vraiment appliquer une rigueur stricte, et encore. Ils sont vraiment très très peu nombreux. Je pense que le 1% est de trop. Mais nous, du coup, on prend cette responsabilité-là en se disant finalement, on ne sait pas de quoi ils nous parlent officiellement, puisque ce n'est pas clair, ce n'est pas une information claire ni loyale, comme vous le dites. Mais nous, médecins, on prend cette responsabilité de leur dire allez-y, pour ouvrir justement. Donc c'est exactement l'objet de cet échange qui est très intéressant, c'est vraiment de se dire les gens ont besoin d'une ouverture pour vivre normalement. Donc, la loi, elle est là pour les ouvrir, pour faire cette ouverture et pas pour les restreindre. Ça, c'est important. Et moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a à peu près 10-15 ans, à ce moment-là, INCO était... C'était pas INCO, c'était notre réglementation sur l'étiquetage qui ne concernait que le préemballé. Et à ce moment-là, en fait, sur les paquets de préemballés, la mention peut contenir des traces éventuelles, etc., ou traces, n'était pratiquement pas existante. Il y a une période, oui, après ça s'était vraiment calmé. L'AFPRAL avait fait un gros travail au niveau de l'agroalimentaire sur ce sujet aussi, et on voyait pratiquement plus ces mentions-là. Et là, depuis quelques années, ça revient en force. J'ai même l'impression que c'est depuis INCO. Ça revient vraiment en force. Et en fait, ça ferme vraiment des portes. Et ça, c'est un message que je fais passer aux agroalimentaires, parce que ça ferme des portes aux allergiques. Et une personne allergique, c'est pas une seule personne, c'est une famille. Et en fait, c'est on va dire un profit en moins pour les industriels, parce que une famille qui ne consomme pas certains produits, mais en fait, maintenant, pratiquement tous les produits ont cette mention, et c'est pas possible. Et puis alors nous, on fait un gros travail auprès de notre communauté pour informer sur justement la possibilité de consommer des traces, en étant bien évidemment, on n'est pas des médecins, on dit toujours aux personnes, consultez votre médecin, demandez à votre allergologue, mais normalement, pratiquement tout le monde peut consommer des traces, donc... Puis quand on prend les chiffres, actuellement, on est à 8% d'enfants souffrant d'allergies alimentaires. 8%, c'est 1 million d'enfants. 1 million d'enfants, ça veut dire qu'ils ont 2 millions de parents. Donc on est avec 3 millions de personnes qui vivent un enfer au quotidien, à ne plus... Plus les frères et sœurs. Voilà. Plus la famille, exactement, à ne pas savoir qu'est-ce qu'ils ont droit de consommer. Et quel manque à gagner pour les industriels. Je pense que c'est comme ça qu'il faut parler aussi. Alors, je suis pas du côté forcément mais c'est plus pour les patients, c'est il faut leur faciliter la vie, parce que c'est des consommateurs potentiels, mais il faut aussi que eux, sur la vie sociale, ils puissent y retrouver sans vivre avec une sensation de stress permanent. Maître Goutalin, est-ce que c'est compliqué pour les professionnels de l'alimentaire de respecter cette réglementation? Est-ce que... ça leur paraît compliqué au premier abord, mais à mon sens, il faut plus poser de questions, en fait. Il faut s'y mettre, il faut se faire accompagner, si on sent qu'on ne peut pas le faire tout seul. Mais en tout cas, il y a une première démarche qui peut prendre un petit peu de temps et qui peut demander un petit peu d'effort, puisqu'effectivement, il faut faire le point sur ces recettes, il faut lister les allergènes, et puis ensuite, une fois que c'est mis en route, c'est une mise à jour qui va être beaucoup plus simple. Mais il y a énormément de consultants, d'entreprises qui peuvent accompagner ces professionnels-là, qui sont à même de le faire et qui peuvent donner leur aide pour la mise en route. Il n'y a pas d'excuse, en fait, il faut le faire. Est-ce que les contrôles et les sanctions qui existent sont suffisants ? Alors, moi, j'ai retrouvé une étude qui avait été faite alors ça date de 2015, c'était... 2015-2007, c'était la DGCCRF qui avait conclu qu'il y avait finalement une insuffisance d'application de la loi. Donc, c'était clair, et qui demandait une réévaluation plus tard. Alors, j'ai pas vu de nouveauté de ce côté-là. J'ai pas vu de nouveauté aussi, mais moi, je voudrais aussi qu'on parle aussi du fait, là, on parle des industriels de l'agroalimentaire, des restaurateurs, mais dans la restauration, il faut surtout pas oublier la restauration collective,
où là, c'est vraiment très peu appliqué aussi. Alors, quand je dis très peu appliqué, c'est soit la collectivité n'a pas connaissance de l'information, et ça reste très surprenant. Malheureusement, on n'a pas de chiffres, mais ça serait vraiment bien de pouvoir chiffrer ça. Soit ils n'ont pas envie de le mettre en place, tout simplement. On nous dit non, on ne prend pas le risque. C'est panier systématique pour tout le monde. On verra tout à l'heure qu'on a aussi des arguments normalement pour y remédier. Et donc, non, ils n'ont pas d'excuses et il faut vraiment que tout le monde mette en place parce que ça fait quand même 10 ans que cette réglementation existe et il faut absolument que ce soit mis en place. Et puis, comme le dit Maître Goutalan, en fait, la loi existe, il faut l'appliquer. Il n'y a pas d'excuses à avoir. Par contre, moi, je suis assez curieuse de savoir dans les aides, est-ce que vous avez des clés faciles pour que nous... parce que nous, au quotidien, on essaye de discuter. Là, on travaille avec les maires de France, on travaille avec des collectivités locales de restauration. On essaye de leur faire comprendre, les faire réaliser. C'est vrai qu'on sent cette crainte, cette peur de cette application qui leur paraît insurmontable. Vous dites, voilà, il y a des aides. Est-ce que vous pouvez nous donner les clés de ces aides pour qu'on puisse dire, voilà, il suffit de contacter, il suffit si vous avez besoin d'aide pour les mettre en application, vous pouvez nous donner un peu des ressources pour ça? Alors, sans orienter forcément vers une solution ou une autre, en tout cas, y a dans tous les départements des gens qui sont capables d'apporter leur aide sur ce sujet-là, en aidant le professionnel parce que vraiment la non-conformité, c'est très souvent sur les commerces de métiers de bouche. Donc, en aidant le professionnel à faire le point, à faire la liste de ses recettes, la liste de ses ingrédients par recette. Et puis, c'est tout bête, il faut être méthodique, tout simplement. Et ensuite, en listant, dans chaque recette, quels sont les allergènes qui nous concernent. Souvent, ils ont l'impression qu'il va falloir, en faisant cette démarche, afficher au niveau du consommateur toute la liste des ingrédients de leur recette. C'est pas le cas. Ça, c'est le travail de base qui est à faire pour recenser les allergènes. Mais ensuite, il suffit de faire un tableau très simple qui permet au consommateur de mettre en lien le nom du produit et le ou les allergènes qui sont concernés. Nous, très souvent, je vous le dis, moi j'ai encore eu le cas la semaine dernière, une patiente qui a fait une réaction, qui a mangé dans un restaurant comme ça. Je lui ai demandé d'aller retrouver la liste. Elle allait voir le restaurateur qui lui a dit, il y avait de la chapelure, mais je ne peux pas vous dire de quoi elle est faite. Voilà, c'est ça la réponse. Donc on se retrouve à tester toutes les farines du monde pour essayer de se dire, si c'est pas la farine de blé, c'est peut-être la farine de lupin, peut-être qu'il a mis de cipe. Et du coup, on part dans des bilans où on ne sait même pas quoi tester, puisque la réponse est, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dans ma chapelure. Oui. Alors après, on peut avoir des allergènes qui ne sont pas sur la liste des allergènes à déclaration obligatoire. Là, ça va être un autre problème pour imposer l'information, ça va être plus compliqué. En tout cas, sur les allergènes obligatoires, le restaurateur qui répond qu'il ne sait pas quelle est la composition de sa recette, on a un vrai souci quand même. Nous, ce qu'on a comme réponse, puisqu'on collecte, on va dire, les perles, si je puis dire, des restaurateurs aussi, c'est mais vous ne croyez quand même pas que je vais vous donner ma recette, et puis quoi encore, vous avez qu'à aller manger ailleurs. Bon, c'est pas la majorité des cas, mais ça arrive assez. On a des retours de patients sur ce sujet-là. Donc, effectivement, c'est compliqué pour vivre au quotidien. Et comme le disait tout à l'heure le docteur Fernandez, les personnes, après, s'isolent et ne veulent plus sortir. Ouais. C'est vrai que la mise en place sur les recettes qui sont permanentes dans le commerce, c'est un travail à faire à la base qui demande quelques efforts. Et puis ensuite, c'est en place. Ce qui leur fait peur aussi beaucoup, c'est la mise à jour sur, par exemple, un plat du jour ou des recettes qui sont vraiment plus exceptionnelles, plus rares, et pour lesquelles il faut aussi donner l'information sur les allergènes. Bon, je pense qu'une fois qu'on a compris le principe, qu'on a compris la méthode, c'est pas très compliqué de mettre à jour sur une ardoise, par exemple, l'allergène qui est présent dans le plat du jour, quoi. Oui, et puis le plat du jour, de toute façon, il revient assez régulièrement et il n'y a pas 365 plats du jour différents. Donc, je pense que ces fiches techniques, entre guillemets, techniques peuvent être déjà faites et être mentionnées dans le tableau des allergènes. Et puis, comme ça, on retrouve très facilement. Complètement. Si on a fait le travail à la base de recenser les recettes et de recenser par rapport aux recettes les ingrédients, quand on fait un plat du jour ou une recette moins fréquente, de toute façon, on va réutiliser des ingrédients connus. Donc, le travail sur les allergènes va être facilité. C'est vraiment la mise en route qui est... Enfin, il faut franchir un pas, en fait. C'est ça. Une volonté.
Et très concrètement, c'est des consultants qui peuvent épauler les professionnels? Oui, complètement. Alors, en fait, il faut savoir que sur les obligations, les moyens, en fait, déjà, à la base, dans ces métiers-là, on a une formation qui est obligatoire. Cette formation, et notamment en restauration, il y a un programme obligatoire. Il y a un décret en 2011 qui définit l'obligation, au moins pour une personne dans le restaurant, une obligation de formation de 14 heures avec un programme qui est établi, pour lequel l'organisme de formation doit avoir un agrément, donc il applique un programme qu'il n'a pas choisi. Et dans ce programme-là, évidemment qu'il y a une information sur les allergènes, sur comment on met en place l'information sur les allergènes et comment on décline ça dans son restaurant. Donc déjà, là, si on a une personne qui est formée, elle est censée être à même d'impulser la démarche. Et on n'a pas d'excuses. Oui, mais ça, c'est pour les nouveaux restaurateurs, on va dire, parce que quelqu'un qui est installé depuis un certain nombre d'années, et notamment avant INCO, en fait, et qui n'a pas fait de formation depuis, eh bien, le problème est là aussi. Alors, une personne qui est installée depuis un certain nombre d'années est obligée de faire cette formation. Elle est obligatoire, sauf s'il a un diplôme, par exemple, qui est recensé dans une liste de diplômes qui correspondent à une équivalence. Mais ce sont des diplômes récents qui, normalement, lui ont permis d'avoir déjà cette partie de formation lors de sa formation initiale. Quelqu'un qui a, par exemple, un CAP cuisinier qui a passé il y a 30 ans, comment il peut avoir l'information? Après, j'espère que c'est un peu comme nous aussi. Il y a une remise à jour de leur formation. Est-ce qu'il y a une obligation de formation? Je pense que, alors, il faudrait regarder de plus près la liste en fait des diplômes qui permettent de s'affranchir de l'obligation de formation du décret de 2011. Mais a priori, si un diplôme il y a 30 ans, on n'avait pas cette information-là, donc il est censé faire la formation de 14 heures. D'accord. À vérifier sur la liste des diplômes. Et puis sur le papier aussi. 30 ans, ça me paraît beaucoup. Là, on est plutôt dans de la sensibilisation, on va dire, de la prévention. Mais est-ce qu'on contrôle suffisamment l'application, justement? Est-ce qu'on sanctionne suffisamment les personnes qui ne respectent pas la réglementation? Alors moi, je ne vais pas avoir la notion de s'il y a eu déjà des plaintes ou non. On sait qu'à chaque fois, malheureusement, il faut en arriver au décès de quelqu'un pour qu'on puisse avoir un écho un peu médiatique. Donc c'est triste sur cette problématique, d'où le fait, nous, avec le CIFAL et en soutien avec la FFL, on a mis en place cette semaine mondiale de l'allergie qui permet de sensibiliser à toutes les maladies allergiques. Et cette année, c'est sur le thème des allergies alimentaires qui nous permet enfin de nous exprimer sur ce genre de sujet. Donc ce qui est important, je pense surtout, c'est de prendre ce sujet et de pouvoir dire, alors il y a des problèmes, il y a des solutions qui existent, qu'il faut mieux appliquer. Il y a aussi quand même une amélioration. Faut quand même pas être que dans la critique. Il y a quand même des bonnes choses qui sont mises en place, qu'on doit au contraire pousser et montrer. Après, moi, j'ai pas les chiffres. Je sais pas si Maître Boutalent, vous avez un peu des notions du nombre de plaintes ou du nombre de contrôles peut-être effectués. Est-ce que beaucoup de restaurateurs, est-ce que beaucoup d'entreprises ou de municipalités, de collectivités se font contrôler? Alors, normalement, si on regarde les instructions qui sont données aux inspecteurs, qui sont accessibles au public, puisqu'il y a des vade-mecum d'inspection qui recensent en fait les points à contrôler lors des inspections. Évidemment que le point de l'affichage des allergènes, c'est un point qui est recensé, qui doit faire partie des contrôles. Après, au niveau des verbalisations, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de verbalisations sur ce sujet-là. Bon, de toute façon, est-ce que la verbalisation serait la solution la plus efficace? Je ne sais pas. Je sais que sur certains sujets, par exemple, le ministère de l'Agriculture a pu être très efficace par le passé en faisant de la pédagogie. Je pense particulièrement au sujet de certains dangers comme l'anisakis dans les poissons, où on avait des plaquettes d'information qui étaient très efficaces, qui avaient été faites et qui étaient diffusées en fait par les agents du ministère de l'Agriculture. Sur les allergènes, on n'a pas ça. Ça pourrait être le cas. On pourrait, au niveau des contrôles, avoir un accent sur les allergènes et notamment un système de mise en demeure avec un recontrôle qui permet de vérifier que réellement ça a été pris en compte, puisqu'on est vraiment sur quelque chose d'important. Moi, je sensibilise toujours mes clients qui sont des professionnels de l'alimentation en leur disant, quand même, quand on a un incident grave dans l'alimentation,
et surtout, j'ai l'occasion de défendre quand même régulièrement des victimes. C'est compliqué parfois de faire le lien entre un aliment et une victime. Par exemple, quand on a affaire à une bactérie. Parce qu'il va falloir faire un lien, par exemple, biologique, avec une analyse chez le malade, une analyse dans l'aliment, et puis montrer qu'on a trouvé la même bactérie, potentiellement la même souche. Et le lien peut être parfois compliqué. Et je leur explique qu'en fait, quand on parle d'allergènes, le lien, il est juste indiscutable. On a une réaction qui est immédiate, on a une personne qui est allergique, et on a bien un produit qui contient l'allergène. Donc là, moi, je leur dis, ne prenez surtout pas de risques. S'il y a une chose à faire en priorité, c'est l'inscription des allergènes, l'information sur les allergènes. Puisque là, pour le coup, on a la quasi-certitude, en cas de victime, d'avoir des soucis juridiques importants, quoi. Et je pense que nous, de notre côté, je ne sais pas Pascal, il faudrait voir, mais j'ai plutôt l'impression que les patients qui font des réactions sur un lieu de restauration ou autre, ils vont déjà réagir, donc ils vont déjà s'occuper d'eux, d'aller mieux. Donc ils vont partir, ils vont aller consulter après, avoir pris leur traitement, avoir fait l'usage de leur trousse de secours. Ils vont aller consulter, ils vont avoir, et du coup ils vont oublier, ils vont juste se dire, je n'y vais plus. Je n'irai plus, je n'y retournerai plus, je mangerai plus là, je mangerai plus ci. Ils vont pas avoir de démarche forcément entre guillemets judiciaire envers cette personne en se disant je pense qu'il y a quand même ils ont un élan de solidarité en se disant voilà c'est arrivé, est-ce que finalement c'est de leur faute, ma faute, vous voyez, il y a cette culpabilité qu'ils peuvent avoir aussi. Alors après, est-ce que Pascal tu ressens il y a effectivement des personnes qui ont cette position-là, mais on a également des retours de personnes qui après avoir fait la réaction, retournent chez le restaurateur en expliquant, voilà, j'ai fait une allergie, vous n'aviez pas le tableau des allergènes, etc. Mais en fait, ça se passe souvent très, très mal. Et en fait, il y a vraiment de l'agressivité. Alors, on peut entendre aussi que la personne qui a fait la réaction va y aller sans être très décontractée et va être certainement dans la revendication et même dans la colère, parce que c'est parfois... c'est même souvent très difficile à vivre, une réaction allergique sévère, et même si elle n'est pas vraiment sévère. Et en fait, il y a très peu de dialogue possible. Et même si on dit, montrez-moi votre liste des allergènes, ou en tout cas, donnez-moi la liste des allergies, des allergènes contenus, on n'arrive pas à obtenir l'info. Et quand même, des personnes font une réaction allergique après, et que justement, ça semble pas correspondre à l'allergène auquel ils sont allergiques, et qui demandent, comme on a abordé tout à l'heure le sujet, davantage d'informations pour savoir si finalement ça contient pas autre chose et orienter les tests. Les patients n'obtiennent pas de réponse. Et moi, je voulais revenir aussi sur une chose, parce que ça fait plusieurs informations de ce type qu'on a. Il est possible, en fait, quand un restaurateur ne respecte pas la réglementation INCO, il ne l'applique pas, en fait, il est possible d'aller sur le site de la DGCCRF et de faire une déclaration en ligne, un signalement. Et en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, j'avoue que j'ai pas eu le temps de vérifier avant de venir aujourd'hui, mais il semblerait que le restaurateur est informé de ce signalement et qu'il a une quinzaine de jours pour aller vérifier. Mais si dans ce laps de temps, il ne l'a pas fait, il se passe rien. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Est-ce que vous avez cette information? C'est un système qui s'appelle Signal Conso. Oui, c'est ça. Effectivement, donc ça permet de faire un signalement sur c'est tout. Une non-conformité et comme peut l'être l'absence d'informations sur les allergènes. Donc, effectivement, normalement, ce qui est prévu, c'est que si le commerçant ne répond pas au signalement, et même s'il répond, s'il y a des éléments d'inquiétude, ça peut déclencher un contrôle. Et ça peut déclencher, en tout cas, une demande d'explication. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que par rapport au volet juridique, tout à l'heure, je parlais de cette infraction de la mise en danger de la vie d'autrui par le non-respect d'une obligation particulière de prudence imposée par un texte. C'est une infraction qui est un peu particulière parce que pour qu'on puisse la soulever, on n'a pas besoin de résultats. Donc, une personne qui est exposée, qui a fait une réaction allergique, déjà on a un début de résultat, mais on n'a pas besoin qu'il y ait un décès pour pouvoir soulever cette infraction. C'est vraiment l'exposition à un risque qui est sanctionné par cette infraction. Et pas seulement le résultat. Quand on a le résultat, s'il y a un décès, par exemple, on va basculer sur l'homicide involontaire. Et à ce moment-là, le non-respect d'une obligation particulière de sécurité, ça devient une circonstance aggravante de l'homicide involontaire. Mais tant qu'on est sur la mise en danger, on n'a pas besoin d'un résultat. On n'a même pas besoin d'une réaction allergique, dans l'absolu, pour agir. D'accord.
Après, l'idée, nous, ce qu'on dit à nos adhérents, c'est pas forcément, et c'est ce qu'on veut pas, qu'il y ait des procès à tout bout de champ, on va dire, même si ça fait 10 ans que cette réglementation devrait être appliquée par tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a toujours jusqu'à maintenant appuyé sur la pédagogie, l'information, mais c'est vrai que ça commence à faire long. Donc peut-être que ce n'est pas une menace, mais en tout cas, voilà, peut-être envisager effectivement ce genre de recours quand il y a des situations qui se répètent en fait toujours dans les mêmes restaurants, toujours au même endroit, quand les patients, les consommateurs, ont signalé à plusieurs reprises et qu'il n'y a rien qui se fait, peut-être effectivement en arriver là. C'est vrai que c'est toujours bien de privilégier d'abord le dialogue. Bien sûr, mais on n'y arrive pas, là, ça fait 10 ans. Oui, alors après, il faut toujours privilégier le dialogue parce qu'on ne doit pas être les uns contre les autres non plus. Il faut vraiment comprendre, et si j'ai un message à passer aux restaurateurs, c'est vraiment essayer de comprendre. Je suis sûre, dans leur entourage, ils ont quelqu'un d'allergique, et il faut comprendre la difficulté que c'est pour eux d'avoir une vie normale, sociale, et qu'il est important pour ça d'appliquer simplement une liste. Donc c'est assez facile à mettre en place. Après, cette liste, elle doit être révisée, c'est sûr, on doit l'adapter face aux nouveaux allergènes émergents. Mais cette liste, elle est assez simple, elle est disponible sur n'importe quel site internet, on la trouve facilement. Et en fait, elle permet d'apporter une sécurité, même pour eux, ça va être quelque chose de positif s'ils le mettent en place, parce que ça va aussi permettre de recréer du lien social avec tout le monde. Donc ça, je trouve que ça, c'est important. Il faut aussi mieux les sensibiliser. Je trouve qu'il y a, même s'il y a des formations obligatoires, on a peut-être ce défaut d'information. On arrive facilement à travailler, nous, allergologues, à travailler avec le milieu scolaire. On essaie de faire avancer les choses. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'accès à tous les restaurants du coin. On peut pas faire une tournée de tous les restaurants. C'est peut-être un point à retravailler. Ça donne des idées de retravailler sur la formation pour mieux faire une formation et une information. Avec les syndicats des restaurateurs, etc. Voilà, directement. C'est des pistes de travail. Donc, Alors justement, sur la formation, cette fameuse formation dont je parlais tout à l'heure pour les restaurateurs, elle a connu de gros changements dernièrement, puisque il a été imposé par un nouveau texte que dans ces 14 heures de formation, il y ait 4 heures de partie pratique. Justement, ça peut être une idée pour les consultants et pour les formateurs qui sont agréés à ce titre-là, de faire des applications pratiques sur des recettes avec l'information sur les allergènes. Il faudrait même aussi qu'on les forme à l'intervention, je trouve. Les former à utiliser l'adrénaline, le silo d'adrénaline, on ne sait pas. Ils peuvent, ça pourrait être utile pour eux de les mettre aussi dans cet angle d'esprit, de se dire, c'est sûr, s'il se passe quelque chose, je peux aussi intervenir dans mon restaurant. Et par contre, si j'ai un message à leur faire passer, c'est quand on demande la liste des ingrédients, nous, allergologues, pour pouvoir faire des tests, il faut nous la donner. En fait, il n'y aura pas de plainte derrière. Il n'y a pas de démarche. C'est pour comprendre, trouver l'allergène, pour éviter qu'un nouvel accident se reproduise. Donc, plus on a les ingrédients, plus on peut cibler nos tests et ne pas essayer de chercher dans tous les sens qu'est-ce qui a été responsable ou se retrouver avec des points d'interrogation, parce que ça nous arrive, nous, avec nos patients, on a beau tester, on cherche. Alors, on essaye d'adapter en fonction de ce qu'on nous a dit, la consommation, ce qui avait été consommé, mangé et tout ça. Mais des fois, on ne trouve pas. Et on ne trouve pas. Et on se dit, on ne trouvera jamais. Et c'est malheureux, mais on se regarde avec le patient en disant, on a tout fait, on a tout regardé. S'il y a un deuxième accident, vous savez qu'il faut demander la liste et on repart à zéro. Donc ça, c'est des choses qui ne devraient plus y avoir. On demande la liste, donnez-la, fournissez. Et en fait, au contraire, ça va permettre de sauver quelqu'un. C'est fréquent que des personnes très prudentes qui connaissent leur allergie, qui font très attention en allant par exemple au restaurant, se retrouvent à faire une réaction parce que justement le professionnel n'a pas signalé le produit. Ça, on l'a régulièrement. On l'a régulièrement. Déjà, ce qu'on constate, alors après, il y a des évolutions. Moi, déjà, je remets une carte d'allergique officielle à tous les patients. Et ça appuie. Parce qu'il y a mon tampon, il y a une signature. Donc, quand je dis attention, il ne peut pas manger, il est plus pris au sérieux et puis ils vont faire plus attention à l'allergène. Mais quand avant, on ne donnait pas, on disait, ne consommez pas de cacahuètes, d'œufs ou autre chose. Les gens arrivaient et ils étaient un petit peu pris comme, ça va, c'est l'intolérant, on dit rien, il va manger et puis il se passera rien. Donc oui, des accidents, on en a à cause de cette tendance à minimiser.
C'est pour ça que c'est important de se dire, l'allergie, on en meurt. Vraiment, le message, c'est l'allergie, on en meurt. Donc, enlever ou en plus, les patients sont pas... je veux dire, c'est souvent les patients allergiques alimentaires, ils vont pas arriver avec des changements en disant changez-moi tout le menu, voilà, faites-moi mon service à moi. Ils sont pas du tout comme ça. Ils demandent juste quel plat je peux manger. C'est ça. Ouais. Donc, il suffit si on les orientait, ils prendraient, ils s'adapteraient. Ils s'adaptent. Donc, par contre, ils veulent juste être en sécurité. S'ils s'adaptent, c'est être sûr. Et comme je vous dis, des fois, avec cette tendance qu'on a. Alors c'est beau, hein, c'est Top Chef. Hein, voilà, on va mettre des petites choses dessus pour rendre joli. Bah oui, mais des fois c'est une prise de risque, comme l'œuf dont je vous parlais, la décoration en œuf. Bah oui, mais non, il faut pas. C'est joli, mais c'est dangereux si elle est allergique à l'œuf. Donc non, faut pas le mettre. Bah, c'est des petites choses comme ça qu'il faut adapter. Et quand on aura pris une prise de conscience de l'allergie, je pense que on pourra plus facilement s'adapter. Les gens pourront plus facilement retrouver du social. Moi, je rebondirais sur les amandes effilées sur la glace. Voilà. Et là, on a beau dire... Donc ça, déjà, sur le tableau des allergènes, on ne le retrouve pas. Les restaurateurs vont totalement le zapper. Et puis, si on dit, je vous avais expliqué que j'étais allergique aux amandes. Ah oui, j'y ai pas pensé. Ça repart en cuisine, mais il est fréquent qu'en fait, le restaurateur enlève simplement les amandes. Alors que selon les personnes qui réagissent, qui ont un taux de réactivité très bas, elles peuvent réagir parce qu'il y a eu l'amande sur la chantilly. Ouais. Notamment la chantilly, parce que c'est quand même bien bon. Ouais. Et voilà. Et c'est vrai que moi, je rebondirais aussi sur les allergènes qui sont cachés. Et même au restaurant, on va prendre des pâtes au pesto. On se dit, pesto, c'est très bien, je ne suis pas allergique au pignon de pain, merci. Même si c'est un allergène qui arrive, émergent. Et en fait, bien souvent, par souci d'économie, dans les sauces pesto, en plus, là, en étant à Marseille, on sait qu'on peut en avoir quand même assez fréquemment, le pignon de pain est remplacé par la noix de cajou. Et ça, même quand le restaurateur utilise des produits tout prêts, parce qu'on sait que ça arrive quand même, il suffit, entre guillemets, tout simplement de reporter la mention, la liste des ingrédients qui est sur cette fameuse sauce toute prête. Mais en fait, certains restaurateurs ne lisent même pas ces ingrédients-là et n'ont même pas conscience qu'il n'y a pas de pignon de pain, mais qu'il y a seulement de la noix de cajou. Et donc, c'est là aussi où le risque est important. Et pour en revenir à la petite carte, on a depuis très longtemps une adhérente dans l'association, qui est une bénévole très active, qui, c'est pas une carte d'un médecin, mais en fait, elle a fait, ça fait partie des trucs et astuces, elle a fait elle-même une petite carte, même des petits papiers de format carte de visite. Elle est allergique à un certain nombre de produits. Et en fait, quand elle va au restaurant, en général, elle n'y va pas aux heures de pointe, etc., parce qu'il y a aussi toute une démarche à avoir, quoi qu'il en soit, et de l'anticipation et de la prévention aussi quand on est allergique. Et surtout, en fait, elle montre sa carte au serveur. Elle lui dit, voilà, je suis très allergique, je risque de faire une réaction très sévère. Elle lui montre sa trousse d'urgence et elle dit, je vous demande pas de me faire un repas spécifique, mais voilà ma liste. Vous pouvez la communiquer au cuisinier, ou peut-être que je peux le voir, et voir ensemble ce que je peux choisir dans votre menu qui est adéquat. Donc oui, donc il y a des restaurateurs qui savent s'adapter. Après, exactement. L'avantage de cette carte, alors même si c'est très bien, c'est que s'il y a le tampon du médecin, ça veut dire qu'il y a eu l'examen clinique, il y a eu le diagnostic, donc on est formel. On va pas avoir de déviance vis-à-vis de quelqu'un qui des fois utilise le terme quand ils veulent pas certains plats, mais je suis allergique, et puis en fait ils le sont pas. Oui. Donc ça, c'est le côté un peu carré que je vais reprendre. C'est la carte d'allergie faite par l'allergologue, elle valide. Donc s'il y a une carte d'allergie avec un tampon, pour les restaurateurs ou autres, faut prendre au sérieux ça. Ce qui est dommage, je rebondis sur une chose par contre, c'est en France, et ça c'est les glaces qui m'ont fait penser à ça. On a beaucoup de patients qui me disent, moi, c'est beaucoup plus facile ailleurs. D'accord ? Dans d'autres pays. J'ai des exemples, mais par centaines. Je vais avoir des allergiques au blé qui vont m'expliquer que, je crois que c'est en Irlande ou en Écosse, je ne sais plus lequel, il va dans un fast-food dont je ne tairai le nom. Et en fait, là-bas, ils ont des pains de substitution quand ils sont allergiques au blé. On va voir en Italie des patients qui adorent manger des glaces, qui sont allergiques à la pistache ou autre, et qui se sentent en sécurité en Italie parce que l'allergie est prise au sérieux. Il va y avoir une cuillère à part avec un nettoyage à part et il n'y a pas de contamination.
Il y a des allergènes qui sont beaucoup mieux listés. En Espagne, je crois aussi. Espagne, très bien, ouais. C'est très, très bien listé. Alors, j'ai pas fait le tour des pays, moi, donc en ce moment, je suis plutôt en France. Mais voilà, on va avoir des patients qui vont nous dire, en fait, je voyage à l'étranger parce que je me sens mieux, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi. Et c'est ça qui est dommage. On est en France. Enfin, on est quand même le pays des droits de l'homme. Et en fait, les gens allergiques alimentaires se sentent mieux compris dans d'autres pays. Et pourtant, ils font des efforts parce que moi, j'ai envie de rebondir sur le fait que la personne allergique qui donne sa carte au chef, elle est quand même dans un biais parce que normalement, elle n'a pas à faire cette démarche. Tout à fait. Et normalement, la personne qui a besoin de connaître la liste des allergènes doit pouvoir le faire en toute autonomie. C'est dans le code de la consommation. Elle doit pouvoir accéder à cette information directement et en toute autonomie. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas le contraire. Mais en fait, c'est vrai que quand une personne est vraiment très, très allergique et elle fait régulièrement des réactions sévères, le dialogue, c'est aussi très bien. Et puis, je pense que ça, en fait, elle est allergique depuis quelques temps déjà. Et avant, il n'y avait pas ECHO au restaurant. Donc, elle avait mis cette procédure, on va dire, en place et qu'elle continue. Parce qu'après, c'est aussi important de pouvoir échanger pour pouvoir choisir. Parce que, quoi qu'il en soit, on sait qu'il y a des erreurs. Et c'est aussi s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur de fait de discuter. Oui. Après, même si il faudrait absolument pas qu'il y ait d'erreur. Ça, le problème, c'est aussi que si les personnes allergiques font toujours l'effort de faire cette démarche, c'est tout à leur honneur, hein, et le dialogue, c'est toujours une bonne solution. Mais le restaurateur va aussi peut-être se dire que c'est ça la démarche logique. Et c'est l'inverse. L'information doit être disponible. On peut demander des précisions, mais l'information doit être disponible en toute autonomie. On a brièvement évoqué tout à l'heure le cas de la restauration collective, mais j'aimerais qu'on y revienne plus en détail, Pascal. Quand on sait qu'il y a 8% des enfants qui souffrent d'allergies alimentaires, quelles sont les adaptations à l'école ? Alors, à l'école, déjà, les enfants qui sont allergiques alimentaires ou tout enfant qui souffre d'une maladie chronique, en fait, peut bénéficier d'un PAI, un projet d'accueil individualisé. Et dans ce projet d'accueil, donc, il est défini la manière de l'accueillir au mieux. C'est donc demandé par la famille et c'est le médecin allergologue, ou en tout cas qui suit l'enfant. Mais normalement, quand on est allergique alimentaire, on voit un allergologue qui va définir si l'enfant peut manger à la cantine, s'il peut avoir un panier repas ou pas. Je vois. C'est pas tout à fait ça. Alors, nous, on donne des conseils, mais c'est pas nous qui décidons de l'application. Mais bien sûr, mais en tout cas, il y a des conseils. Il y a en tout cas ce qui est le mieux pour l'enfant. Voilà, c'est les préconisations à ce moment-là. Et la famille, de toute façon, c'est la famille après qui décide quoi qu'il en soit, puisque c'est la famille qui demande le PAI. Si au final la famille ne souhaite pas le mettre en place, elle le met pas en place. C'est risqué quand même parce que ce PAI permet également la mise en place du protocole d'urgence et notamment les médicaments au cas où il y a un accident. Et en fait, du coup, à l'école, les enfants sont accueillis comment ? Il y a plusieurs options, comme je l'ai dit. Soit ils apportent un panier repas, notamment surtout quand ils ont plusieurs allergies, parce que ça peut être compliqué pour l'école d'adapter. Mais il y a également, et surtout depuis quelques années maintenant, parce qu'en fait, le PAI a évolué. Il a évolué en même temps que la recherche médicale. Et on sait qu'aujourd'hui, un enfant peut avoir une éviction simple. Donc, on propose à la collectivité de n'apporter le panier repas que quand il y a l'allergène. Par exemple, l'enfant est allergique au poisson. Eh bien, le jour où il y a poisson, la famille va préparer le panier repas uniquement ce jour-là, en sachant que du poisson, il n'y en a pas tous les jours. Donc, ça soulage la famille et surtout, ça intègre au mieux les enfants. Et c'est parce que c'est toujours dans l'idée de bien intégrer les enfants et de leur apprendre à vivre comme tout le monde. En général, c'est tous les vendredis. Non, pas sûr maintenant. Oui, ça c'était à une autre époque, je crois que maintenant. Ça allait encore. Hein. J'ai l'impression que je vois que selon les écoles, c'est un peu différent, mais en tout cas, voilà, ça permet comme ça d'adapter le repas vraiment aux besoins de l'enfant et puis de lui apprendre à gagner en autonomie aussi. Et justement, comment on peut avoir juste cette éviction simple avec l'application de la réglementation ECHO, puisque il y a les menus. Alors, si c'est en primaire ou à la maternelle, bien sûr, ce sont les parents qui vont lire le menu, quoiqu'à partir du CM2, l'enfant peut quand même commencer à bien lire et à faire ses choix. Et quand on est au collège, en général, au SELF, il y a plusieurs choix de plats.
eh bien, le jeune peut choisir en toute objectivité, en toute connaissance, le plat qu'il peut consommer. Et ça, en plus, c'est important pour les jeunes. Ils sont encore petits pour dire jeunes quand même. Hein. Les petits ados, ça leur permet de gagner en autonomie. Et c'est vraiment à ce moment-là, vers 12-13 ans, où ils vont apprendre à gérer leur maladie, leur pathologie et leur allergie pour plus tard. Parce qu'il faut savoir que ces petits jeunes vont grandir, ils vont être jeunes adultes, etc. Et il faut qu'après, il n'y aura plus les parents derrière. Et à ce moment-là, il faudra qu'ils sachent gérer seuls, anticiper, gérer leurs trousses d'urgence, savoir choisir ses aliments, etc. Donc, c'est vraiment important que cette réglementation INCOSE soit appliquée pour que justement les jeunes, les familles, etc. puissent faire un choix vraiment sur le plat et avoir la substitution que ce jour-là. Et justement, est-ce que c'est bien appliqué? Est-ce que ça fonctionne bien, ce système? Ça devrait fonctionner très bien. Ça devrait. En fait, le plan d'accueil individualisé, il est plutôt bien appliqué quand même. On voit qu'il y a une amélioration depuis les nouveaux PAI. Il y a un gros travail de fait à la fois par des équipes. On a des équipes de la SFA, la Société française d'allergologie, qui a des groupes de travail qui travaillent dessus. L'AFPRA, le CIFAL, on essaye vraiment d'améliorer. Donc, je vais dire quand même qu'il y a du positif dans l'ensemble. Après, on en est toujours au même... c'est qu'on va avoir toujours cette crainte de dire... Oui, mais s'il y a contamination. Donc, on se retrouve des fois avec... alors, c'est des extravagances qu'on essaye... par exemple, on va avoir des enfants qui ne vont plus avoir la possibilité de chauffer des plats de peur de contamination. Il va y avoir des... Voilà, donc ça, c'est des petits détails de peur qui doivent se travailler, je pense, vraiment dans l'apprentissage et la information du personnel. Donc, on y travaille et ça va aller dans le mieux, j'en suis sûre. Après, pour revenir sur le plan... nous, ce qui nous rend un petit peu triste, ces allergologues, c'est qu'on reçoit le patient. Quand on a ce plan, on va le mettre en place en donnant des consignes, entre guillemets. On va dire, voilà, moi, je considère que pour le poisson, ça peut être une éviction par l'enfant le jour où il y a du poisson. Et malheureusement, derrière, c'est pas nous qui sommes les décisionnaires. On peut avoir un refus et un panier repas systématique tous les jours de la semaine pour l'enfant. Et là, on arrive même des fois à des aberrations qui sont traumatisantes pour l'enfant. Personnellement, même dans la classe de ma fille, j'ai ce cas-là où, pour vous donner l'exemple, demain, elle fête son anniversaire, donc on emmène des bonbons. Je sais que dans sa classe, il y a un patient que je suis, donc qui ne peut pas consommer certaines choses, mais les bonbons, c'est bon. Et ben, systématiquement, on lui refuse. Et je trouve ça très triste, parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que d'être discriminé, alors qu'il suffit de redonner la responsabilité aussi à la maman. Je veux dire, si moi, je signale à la maman, j'amène des bonbons demain, je lui envoie la photo des bonbons, qu'elle me répond, c'est tout bon, il peut les consommer. Mais croyons-la, s'il peut le consommer, aucun parent ne mettra en danger son enfant. Aucun parent ne va essayer de... Par contre, justement, il faut faire cette ouverture d'esprit. Et à côté de ça, j'ai des super belles histoires de là, encore ce matin, j'avais un enfant très allergique et la maîtresse cuisinait chaque semaine un plat. Et elle a tout fait pour toujours faire des recettes adaptées à l'enfant. Donc, toute la classe a découvert la cuisine sans lait. Parce qu'elle a adapté et il a pu manger, faire tout comme les autres. C'est ça, l'intégration. Et c'est ce qui est important de passer, c'est qu'en fait, en s'adaptant, je veux dire, on peut faire des choses très bien. Ça change pas grand-chose. La maîtresse a été ravie de découvrir des nouvelles recettes et ça lui a pas non plus demandé, elle n'a pas fait non plus des cours de chimie. C'était très facile. Et maintenant, on retrouve tout sur Internet. On peut avoir des recettes de substitution. On a plein de personnes qu'on connaît. Des flyers qui vont bien. Voilà, on connaît plein de personnes qui sont motivées, qui font des cuisines sans allergènes, des choses comme ça. Donc en fait, s'adapter comme ça, c'est du bon sens. Et en fait, c'est comme ça qu'on va leur ne plus stigmatiser l'enfant, les intégrer. C'est par toutes ces petites choses-là. Donc ça, il faut y aller vers ça. Il faut aller vers ça. C'est souvent les cas les plus dramatiques qui sont les plus médiatisés et qui permettent peut-être de faire avancer les choses. On a beaucoup parlé en début d'année d'un restaurateur vendéen qui a été condamné pour homicide involontaire après la mort d'une jeune femme allergique à l'arachide. Ça a été évoqué tout à l'heure. Elle avait mangé un plat contenant de la cacahuète qui n'était pas signalé malgré l'obligation légale. Est-ce que ces cas, heureusement rares et extrêmes, peuvent faire bouger les choses et entraîner une prise de conscience? Alors, moi, je vais dire oui. Malheureusement, oui. Et même ce que je vais dire
dire, c'est un peu difficile, on va dire. C'est qu'en fait, je sais que je peux le dire parce que voilà, bref. J'ai des relations en fait avec une personne concernée, et en fait, on va dire que ces décès, en fait, c'est un peu difficile de dire, et même terrible de dire ça sert à quelque chose. Mais voilà, il faut s'en inspirer. Et s'en inspirer, je sais pas si c'est le bon terme, excusez-moi, vous devez sentir mon émotion proches, aussi. Souvent, c'est ce qu'on... vous avez été touché de près par un décès, d'où votre émotion. Voilà, et puis mon investissement dans l'association depuis longtemps. Et effectivement, et c'est terrible de dire ça, et même c'est compliqué de dire ça vis-à-vis de sa famille ou autre, mais il faut se dire, il faut pas que ce soit pour rien. Et autant se servir de ça, je pense que je suis très maladroite dans mes propos, mais autant rebondir et essayer d'avancer, de se battre, et le combat qui anime l'association et d'autres personnes qui sont en train de rejoindre l'association et qui ont vécu des choses terribles, eh bien, c'est se dire, menons le combat et que ça n'arrive plus jamais. On sait que ça arrive malheureusement encore et que ça arrivera encore. Et oui, et on s'aperçoit que ça fait quand même bouger les consciences, parce qu'il y a eu quand même un peu de médiatisation, et encore pas tant, je trouve, en ce début d'année. Ça a davantage bougé quand il y a eu les décès dans les écoles. Oui, alors ça peut avoir deux effets. Ça peut effectivement avoir l'effet, se dire, l'effet oui, on peut quand même mourir d'une allergie alimentaire. Ça, c'est sûr. Mais là, comme c'est dans un restaurant aussi, on se dit, est-ce que finalement les restaurateurs vont pas avoir encore plus peur et fermer leurs portes? Mais bon, clairement, on n'a pas remarqué ça. Comme vous le doutez bien, au niveau de l'association, on est un certain nombre de personnes concernées qui continuent à aller au restaurant, qui malgré cela ne se sont pas fermées en se disant « non, je veux plus aller au restaurant, c'est trop risqué ». Et il n'y a pas eu de porte fermée non plus depuis. Mais c'est vrai que c'est souvent le plus jamais ça. C'est ça. C'est aussi ce qu'on entend de la part des familles. Là, justement, la famille de cette jeune fille... qui s'est mobilisée, qui a accepté de témoigner, c'est aussi dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Le message, c'est vraiment plus jamais ça, et bouger pour que ça n'arrive plus. Bon là, c'est peut-être encore un peu frais pour cette famille-là, mais après, il faut avoir un certain recul, je pense, pour pouvoir s'investir, parce qu'on peut pas le faire tout de suite. Mais en tout cas, voilà. Et puis, de toute façon, on risque rien à se battre et à tenter de faire bouger les choses, et à bouger les choses quand même, parce qu'on y arrive. Alors là, je parle pas pour moi toute seule, parce qu'à l'AFPRAL, on est une équipe. L'AFPRAL existe déjà depuis 30 ans. C'est pas seulement depuis que moi, j'ai vécu ce drame. Donc voilà, les gens se mobilisent, quoi qu'il en soit. Et il est important que tout le monde se mobilise. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi les allergologues aussi qui se mobilisent pour faire bouger les choses. Et ça, c'est important. Je peux peut-être vous laisser le mot de la fin, justement, Dr Fernandez. Merci. Déjà, je voudrais remercier nos deux intervenantes, parce que c'est vraiment très agréable de rencontrer des personnes qui ont un même état d'esprit, à vouloir défendre et protéger les patients allergiques. Donc, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Et ensuite, le mot de la fin, c'est, je vais rebondir sur ce que Pascal a dit. Malheureusement, les électrochocs comme un décès, c'est quelque chose qui permet de prendre en considération le fait qu'il faut avancer et mieux appliquer des lois qui existent. Donc, le mot de la fin, c'est vraiment, il y a une réglementation, elle est plutôt bien faite, il faut l'appliquer, c'est simplement l'appliquer. La liste des allergènes, on va demander à la faire évoluer justement pour intégrer les nouveaux allergènes émergents responsables d'allergies sévères ou avec des allergènes qu'on retrouve de plus en plus responsables de réactions. Donc tout ça, ça va évoluer, mais elle est assez simple. Il suffit de la mettre en pratique, et c'est vraiment ensemble que les patients allergiques alimentaires qui sont en augmentation seront intégrés dans la société française. Et protégés. Si vous voulez rajouter. Et merci au CIFAL pour l'invitation. Oui, absolument. Merci à toutes les trois. Merci. Merci beaucoup.